On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle d'un organisme originaire de la ville de Richelieu qui œuvre au Guatemala depuis une vingtaine d'années. Mais d'abord, on vous parle du monde militaire avec le commandant du Collège militaire royal de Saint-Jean, qui lui-même est un ancien élève officier de ce même collège, le colonel Gervais Carpentier. Le Collège militaire royal de Saint-Jean est une institution dans la communauté depuis 1952 dont les Joannais sont extrêmement fiers. Vous le savez, c'est vrai, pendant une certaine période d'années, les activités du collège ont été fermées, reprises ensuite par une corporation du Fort Saint-Jean, mais depuis quelques années maintenant, il y a un volet éducation qui est revenu dans cette entité qu'est le collège militaire. Et même avant sa fermeture, il y a certains élèves officiers qui y étaient et qui aujourd'hui sont même en poste et à titre de commandant de ce même collège. Je vous présente notre invité, le colonel Gervais Carpentier. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Donc, vous étiez vous-même un ELOF, un élève officier à la fin des années 80, avant la fermeture du collège. Donc, un des derniers gradués. Ouais, et aujourd'hui, 25 ans plus tard, vous en êtes le commandant. En effet. C'est une drôle de circonstance, une drôle de continuité quand même. Oui, en effet. Fait que j'ai pris ça en juillet 2017. 29 ans et 11 mois après avoir gradué du collège. J'ai été élève officier au collège de 1987 à 1992, donc certainement fier. Jamais j'aurais cru, mais certainement fier d'avoir l'opportunité de revenir ici, puis commander le collège, puis participer à former nos futurs leaders des Forces armées canadiennes. Bon. Parlez-nous un peu de votre parcours. Qu'est-ce qui vous a mené à vous inscrire ici au Collège militaire Saint-Jean en 87? Fait que, comme beaucoup d'élèves officiers au collège, souvent, c'est des gens qui ont des membres de famille ou des amis qui sont passés par le collège militaire. Puis je pense que c'est bon signe. Si on a des proches qui vont au collège, puis ça nous donne le goût d'y aller. Dans mon cas particulier, à moi, mon grand frère, de 4 ans plus vieux, 4 ans plus âgé, était au collège militaire. Donc, j'ai eu l'occasion de le visiter quand il était ici. Ça a donné le goût. On a des affinités au niveau sportif, au niveau le désir de relever des défis, puis ça a donné le goût de rentrer au collège militaire puis de suivre ça. C'était également une opportunité de vivre quelque chose de différent. Je pense, c'est d'aller au cégep ou à l'université, où je voyais que mes confrères, mes consoeurs allaient. Je voyais ça comme une expérience différente qui me permettrait d'être sensibilisé à d'autres éléments. Et qu'est-ce que vous retenez de ces 5 années passées ici à Saint-Jean, de 87 à 92? Quel est le souvenir que vous en avez aujourd'hui? Communauté, vivre en équipe avec des amis, des gars puis des filles, tisser des liens qu'on n'a pas l'opportunité de tisser dans un milieu où on est plus là juste par business. On arrive le matin et on quitte le soir. Évidemment, la vie étudiante, on est tout en quartier, on vit sur le collège, on a de la formation estivale qui nous développe dans les métiers qu'on va choisir de prendre dans les Forces armées canadiennes, mais qui nous permet de relever des défis en équipe encore, des fois en plus petite équipe. Mais on apprend à se connaître, puis à se développer comme individu, mais aussi comme futur leader. Quel était votre champ d'expertise ou votre champ d'études à l'époque? Moi, j'ai fait un diplôme, j'ai obtenu un diplôme en administration des affaires. Donc, commencé avec mes 2 ans de cégep, en sciences administratives dans le temps, qu'on disait. Puis ensuite de ça, j'ai complété mon diplôme en administration. Mais par la suite, vous avez poursuivi une carrière militaire. Oui, carrière militaire. Donc 5 ans au collège, mais ça fait plus de 31 ans que je suis dans les forces. Donc j'ai maintenant 26 ans d'un parcours militaire intéressant. Et de 92 jusqu'au récent mandat de commander le collège, il y a 18 mois maintenant, quelles sont les grandes lignes, les grands faits saillants de votre carrière militaire? Donc, comme métier militaire, moi, j'étais un officier d'infanterie. Donc, passé plus de 10 ans à Valcartier sur différentes affectations, mais plus de 10 ans à Valcartier, servi au sein de la brigade qui est là, puis le bataillon d'infanterie. Plus récemment, j'ai eu l'opportunité d'être le commandant du 2e bataillon, mais également de la citadelle de Québec, au cœur du Vieux-Québec. J'ai également passé 8 ans de ma carrière au sein du commandement des opérations spéciales. Donc, quelque chose d'intéressant. Puis encore une fois, l'aspect relevé des défis, processus de sélection, puis travailler avec des petites équipes dans des mandats intéressants.
J'ai également eu l'opportunité de faire des déploiements, 5 déploiements opérationnels. Quels sont-ils? Les Balkans, Bosnie, Croatie, au début des années 90, un déploiement en Haïti également. Ça, c'est 3 déploiements avec les Nations unies, donc avec le Béret bleu. Puis plus récemment, 2 déploiements en Afghanistan. Donc, c'est une belle expérience opérationnelle. Puis il y a d'autres emplois, mais un que j'aimerais mentionner, c'est l'opportunité d'aller travailler avec l'OTAN, quartier général de l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, à Naples, en Italie. Donc, une belle expérience professionnelle, mais aussi familiale, d'être là avec ma femme puis mes enfants. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. Puis, j'espère que cette expérience-là peut être un exemple pour nos élèves officiers de ce que peut amener une carrière dans la profession des armes. Et dans quel contexte on vous a proposé d'assumer le commandement du collège ici, là, depuis 1 an et demi? On progresse avec une carrière comme ça. À mesure qu'on gravit les échelons, il y a différentes opportunités, des positions d'état-major, des positions de commandement. Puis après avoir occupé un poste comme commandant de bataillon, on m'a offert l'opportunité de commander ce qu'on dit au niveau de formation dans les Forces armées canadiennes. Est-ce qu'on réfléchit longtemps ou on dit oui assez rapidement? On dit oui assez rapidement. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y avait comme un sentiment particulier, le fait d'avoir connu cette institution-là? Le fait de connaître la région, forcément, un peu aussi? Oui, certainement. Mais j'ai des attaches, là, mais ma belle famille, ma famille vient de la région de Montréal. Fait que ça, c'est une opportunité que j'avais peut-être pas eue au cours de ma carrière, mais également le fait d'avoir passé par le collège. Comme j'ai mentionné plus tôt, quelle fierté de pouvoir revenir ici comme commandant. Bon, j'en ai parlé un peu en introduction. Le collège militaire a été fermé quand même pendant une assez longue période. Vous faites partie un peu des derniers gradués d'avant la fermeture. Le collège a rouvert, n'est peut-être pas à son plein régime qu'il l'était en 1994 au moment de sa fermeture, mais quel est le visage du Collège militaire royal d'aujourd'hui, en 2019? Quel est son niveau d'activité? Donc, de 2007 à 2007, il y avait une réouverture partielle du collège, en fait, qui permettait la transition là, de nos élèves officiers francophones d'accomplir les études au niveau collégial avant d'aller vers Kingston puis obtenir leur diplôme universitaire au Collège militaire de Kingston. Donc maintenant, depuis août dernier, on a commencé un programme universitaire en études internationales. Donc, on passe de 2 ans à 3 ans. Puis, la cohorte étudiante qui vient de débuter au mois d'août va être nos premiers gradués en mai 21. Donc, de niveau universitaire. De niveau universitaire également. Donc, c'est le retour de ça. Parce que pendant longtemps, depuis la rouverture du collège, plusieurs prônaient ou souhaitaient qu'on ait le retour d'études de niveau universitaire. Oui, donc mes prédécesseurs, puis on travaillait fort là-dessus, beaucoup de gens de l'équipe qui sont là présentement ont travaillé à faire en sorte que le statut universitaire revienne, oui, en effet. Là, au total, combien avons-nous d'élèves officiers en ce moment au collège? Fait qu'on parle de 280 élèves officiers, incluant, ce qui est intéressant, on a un programme en études internationales qui, comme j'ai dit, qui est en déploiement. Mais également, on a 20 élèves officiers étrangers de différentes nations qui font partie de notre groupe. Puis ça va, avec le retour du statut universitaire, on va vivre une croissance au cours des prochaines années. Bon. Au moment de sa fermeture, de mémoire, en 1994, le collège comptait à peu près 600 élèves officiers. Ouais. Même de mémoire, je pense que les retombées économiques de l'époque étaient d'environ 40 millions de dollars, donc ce qui est quand même assez important. Donc, ce que je comprends, c'est qu'aujourd'hui, on a retrouvé finalement le statut universitaire. On avoisine à peu près les 300 élèves officiers au total, donc à peu près la moitié de ce qu'on avait en 1994. Vous parlez de croissance. Est-ce qu'il est pensable, à court, moyen ou long terme, à ce que le collège puisse franchir le cap du 400 élèves officiers ou même un peu plus? Quelles sont les projections qu'on peut établir là-dessus? Donc, les bases du projet qui ont été mis en place pour le retour nous amènent en deçà de 400, donc entre 300 et 400 élèves officiers. Puis ça, c'est de mettre les fondations. Puis après ça, de développer avec notre programme en études internationales. Puis ensuite de ça, à moyen puis à long terme, on va continuer à bâtir là-dessus. Peut-être une dimension qui n'était pas présente avant la fermeture du collège, puis qui est présente maintenant au collège, c'est la formation de membres du rang de grade supérieur qui ont entre 15 ans et 30 ans d'expérience dans les Forces armées canadiennes. Pardon. On a 4 programmes au collège militaire.
qui sont donnés annuellement. Puis l'année passée, on a plus de 1500 étudiants qui ont gradué de ce programme-là. Puis de ces 1500-là, il y a certains des programmes qui sont... Un des programmes qui est à distance. Mais de ces 1500-là, il y en a plus de 1200 qui sont passés sur le site du collège. Donc, on forme nos leaders futurs, nos jeunes élèves officiers, mais également des leaders actuels avec des programmes de formation continue. Ce qui est aussi nouveau depuis le retour du collège militaire, c'est aussi cette cohabitation avec la corporation qui n'existait pas avant 1994, qui s'occupe principalement là, des bâtiments, le pavillon d'extras, il y a le complexe sportif aussi, pas très loin. Bref, comment s'exerce au quotidien cette cohabitation entre le ministère de la Défense nationale, la corporation qui est sur le site et qui s'occupe de ces choses-là? De façon superbe. En fait, on est choyé. C'est un win-win, comme on dit? Oui, c'est un win-win. On est choyé d'être en partenariat avec la corporation du Fort Saint-Jean qui gère le site pour la Défense nationale. La Défense nationale est encore... Le ministère de la Défense nationale est encore le propriétaire du site. Mais c'est un modèle innovateur qui est arrivé un petit peu dans des mauvaises circonstances ou après la fermeture du collège. Mais c'est un modèle innovateur qui est regardé justement par nos dirigeants pour voir ce qui pourrait avoir des applications futures ailleurs pour le gouvernement, pour les Forces armées canadiennes. Quel est l'impact du Collège militaire royal sur les leaders francophones au sein des Forces canadiennes? Parce que pendant longtemps, c'est ce qu'on disait, même de la création même du Collège en 1952, c'était un peu l'idée derrière ça, c'était de pouvoir former ici des leaders émanant du Canada français, si on veut. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que le Collège a encore un peu cette mission-là de former, oui, les leaders de demain, mais de former également des leaders qui émanent de l'Est du pays? Certainement. Puis, vous avez parlé de l'histoire. Quand on a ouvert le collège en 1952, on cherchait des mesures pour favoriser le recrutement des officiers francophones. Il y avait une sous-représentation des officiers francophones de l'ordre de 9 % alors que la représentation des francophones au sein de la société canadienne était près de 30 % à ce moment-là. Donc, une des mesures, ça a été la mise en place, l'ouverture du Collège militaire de Saint-Jean. Puis c'est un peu dans ce contexte-là que ça revient. La proximité des Québécois, des Canadiens français, l'accessibilité, ramener un plein statut universitaire, je pense que ça va rendre plus tangible un projet pour des jeunes de participer à des études subventionnées. Mais c'est également une opportunité unique pour des anglophones de partout. On a 40 % de nos étudiants qui sont anglophones, qui viennent de partout à travers le Canada. Puis c'est une opportunité unique pour eux autres d'être ici, d'être immersés en français dans la culture francophone. Puis ils ont leur enseignement pareil dans leur langue première, en anglais, mais côtoient, vivent à Saint-Jean, côtoient des Canadiens français. Donc le bilinguisme qui est important pour le gouvernement, pour les Forces armées. Donc c'est un bel outil pour les forces. Le quotidien d'un commandant d'un collège militaire, ça ressemble à quoi, une journée de type? Donc, je suis occupé. C'était super intéressant. Je suis responsable de tous les aspects de gestion, de supervision, de planification, tous les aspects organisationnels du Collège militaire, le lien avec la corporation. Mais évidemment, on est toute une équipe. Il y a un directeur des études, un recteur, avec toute une équipe, un corps professoral. Qui s'occupe de l'aspect universitaire, l'aspect collégial. Puis ensuite de ça, c'est un élément militaire, beaucoup d'employés civils également, mais un élément militaire qui s'occupe de la formation, l'entraînement, le développement de nos futurs officiers. Donc, ce qui est intéressant, je pense, comme pour un jeune homme ou une jeune fille qui veut venir au collège militaire, c'est l'aspect... Non seulement l'opportunité de se développer académiquement ou par l'éducation, obtenir un programme universitaire, mais c'est également de participer à un programme sportif intéressant, ambitieux. Le bilinguisme, ils ont des objectifs à rencontrer au niveau bilinguisme. Puis, c'est ça, sportif, bilinguisme, académique, militaire. On a un exercice qui s'en vient au début février, qui va avoir lieu à Valcartier, où il y a beaucoup de neige, un élément de survie. Donc, travailler en équipe dans des environnements demandants. Donc,
toutes ces dynamiques-là font partie de ce que je supervise comme commandant. En terminant, souvent les mandats comme commandant durent 2, 3 ans, ça joue un peu là-dedans, des fois un peu plus long, un peu plus court. Que vous réserve l'avenir au sein des forces? Est-ce que c'est le dernier mandat? Est-ce qu'il y en aura d'autres ensuite? Non. Est-ce que la retraite est à l'horizon? J'ai encore du temps sur mon contrat, là, fait que je vais être disponible. J'espère que je ne serai pas agent libre sans compensation. Écoute, je suis motivé, j'en ai fait. Je ne croyais pas quand j'étais jeune que j'allais peut-être faire ça toute ma carrière, mais je suis motivé par ce que je fais, puis j'espère qu'on va me donner d'autres opportunités. Je voudrais juste pour les jeunes hommes, les jeunes femmes de Saint-Jean qui pourraient être intéressés par le collège militaire ou en savoir plus, s'ils ne sont pas certains. Annuellement, on a des journées portes ouvertes, une à l'automne, une à la mi-janvier. Il y a également une panoplie d'informations qui est disponible sur Internet, nos médias sociaux, le site force avec un S.ca. Peuvent obtenir de l'information, aller voir les centres de recrutement pour savoir qu'est-ce que ça peut représenter une formation au Collège militaire Ouellet-Saint-Jean. Colonel Gervin-Carpentier, merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. Yes, vérité d'avoir vaillance. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle d'un organisme qui est établi ici à Richelieu et qui s'occupe du Guatemala depuis maintenant une vingtaine d'années. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, c'est Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de football. Oui, avec le corps arrière des Carabins de Montréal et ancien géant Dimitri Morin. Manquez pas ça. Puis ça a l'air que Richard Racicot va aller au Daytona 500. Ils vont être live. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Parlons de l'organisme Solidarité Montérégie Amérique centrale, un organisme qui œuvre au Guatemala depuis maintenant une vingtaine d'années, qui émane de la région ici, qui est basée principalement à Richelieu, non loin de Saint-Jean. Donc, avec nous pour en parler, deux personnes. D'abord, Marcel Croteau, bonsoir à vous, l'un des fondateurs, bonsoir. Et Mme Monique Messier, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, expliquez-nous un peu comment l'idée de fonder, de créer un organisme et d'être voué au Guatemala, comment c'est venu sur la table, ça? Ah, c'est un groupe d'amis, des résidents de Richelieu. On se connaissait, on se retrouvait à l'école autour des activités de nos enfants. Puis il y avait un couple là-dedans qui était d'origine de l'Argentine, qui avait fui l'Argentine compte tenu de ce qui se passait à l'époque. Et c'était Ana Maria Seguezo et Ruben Durbano. Et eux avaient le projet d'aller au Guatemala parce qu'il y avait un ami médecin qui travaillait au Guatemala. Et c'était plus, ils disaient, quand on va arriver près de la retraite, on va aller là-bas. Et là, on leur a dit, ben, une minute, on va fonder un organisme ensemble, puis ça va peut-être nous aider à ramasser des fonds pour ce projet-là. Et de fait, c'est comme ça a parti tout simplement. Et de fait, et aussi, c'est que Ruben, avec Médecins du Monde, était allé dans la région du sud-ouest du Guatemala faire une étude sur l'état de santé des communautés rurales de cette région-là. Et ce qu'il a découvert, c'est que, de fait, il y avait des problèmes majeurs, particulièrement avec les enfants, malnutrition, le fait de l'accès à de l'eau qui n'est pas potable, ça avait des effets très importants au niveau de la morbidité, la maladie chez les enfants, mais aussi de mortalité. Et c'est autour de ça que, à un moment donné, on a dit, on va faire quelque chose, mais Ruben voulait aller là-bas, mais il n'a pas pu y aller pour des raisons de santé. Et c'est là, compte tenu qu'on avait identifié l'accès à l'eau, c'était bien important. Et c'est comme ça qu'on a dit, bien, on va faire des puits dans les cours des écoles, et on est parti avec ça. Bon, et là, comment ça s'est
installé au fil du temps des voyages, des levées de fonds, de l'action bénévole. Bref, comment ça s'est articulé le tout? C'est ça. C'est que dès le point de départ, il y a eu une collaboration avec un partenaire guatémaltèque, avec une association de paysans là-bas. Et donc, il y a eu une collaboration, une identification des besoins et des priorités. Et à partir de ça, ici, les bénévoles de SMAC, parce que c'est comme ça qu'on s'appelle entre nous, SMAC, et on ramassé des fonds pour dire, bon, bien, on va commencer par un premier puits, un deuxième puits. Alors, on faisait les projets à partir des sous qu'on réussissait à ramasser. Ouais. C'est sûr que dans les premières années, il y avait eu de l'aide, je pense qu'il y a eu 2 années où il y a eu un projet, où il y a eu une petite subvention. Okay. Mais après ça, je dis, c'est vraiment des levées de fonds, tout ça. Là, vous êtes combien de bénévoles à œuvrer? On est toujours, bon an, mal an, autour de 35 membres. Quand même, OK. Dont une quinzaine sont vraiment plus actifs, très actifs. Mais aussi, il y a d'autres personnes qui sont autour de nous. Des fois, je te dis, il y a des gens qui ont déjà été membres, mais qui vont s'impliquer une fois par année ou pour supporter. Ou, Et à quelle fréquence allez-vous au Guatemala? OK. Oui. Alors, il y a deux, trois choses. OK. Premièrement, il faut dire que ce n'est pas nous qui réalisons la majorité des projets. C'est nous, on s'assure, je dis, que là-bas, ils sont en mesure de réaliser les projets. Okay. Mais une fois par année, on envoie toujours 2 personnes pour aller faire la tournée des projets, l'évaluation, mais aussi la discussion directe avec les gens pour dire qu'est-ce qu'il y a comme difficulté, c'est quoi les défis, vers quoi on veut s'en aller. Alors, tout le reste de l'année, je dis, on est en communication. Il y a quand même au moins une fois par année une visite pour s'assurer que les projets ont été réalisés. Mais depuis 2009, on organise aussi des stages d'immersion, où est-ce qu'on organise des petits groupes, mais c'est vraiment toujours à échelle humaine, notre affaire. Alors, c'est des petits groupes de 6-7 personnes avec 2 accompagnateurs et ce qu'on appelle, ça, nous autres, des stages d'immersion. Alors, c'est pas dire, on va partir ici, on va aller faire quelque chose là-bas, c'est on va aller vivre avec les gens pour les connaître, pour connaître la réalité et comprendre. Quel type de levée de fonds arrivez-vous à faire, donc, ici, pour être capable de récolter des sous pour payer les projets là-bas? Beaucoup de choses. Comme on a fait des ventes de garage pendant 10 ans. Nos membres ramassaient tout ce qu'ils pouvaient et on s'installait. C'était autour de la fête de dollars. Ouais. Et on avait un très grand terrain. La municipalité de Richelieu qui nous aide depuis 20 ans. Quand on avait besoin de stock, qui nous apportait des tables et on s'installait. Okay. On a fait ça. Ensuite, pendant presque 10 ans aussi, on a eu Arte Cerveza, à savoir qu'on demandait à des artistes de donner des œuvres qu'on mettait à l'encan, divers types d'encans, et les artistes recevaient un reçu pour fin d'impôt de ce que les gens avaient payé. Okay. Et on avait beaucoup d'artistes professionnels là-dedans. C'était très clair que ce qui était payé, ce n'était pas la valeur effective de l'œuvre. Ils ont eu ça. On a fait des casinos. Qu'est-ce qu'on a fait? Des spectacles. Qu'est-ce qu'on a fait aussi? On fait aussi toutes les fondations ont fait des démarches. Ça, on fait des demandes de projets aussi. On présente certains projets auprès de certaines fondations privées. Donc, entre autres, depuis plusieurs années, là, on a une fondation qui est de la région de Québec, qui s'appelle la Fondation Louise Grenier, qui nous a appuyés de façon importante. Ce qui fait que bon an, mal an, vous avez besoin de combien de sous par année pour être capable, ou en moyenne, disons, pour être capable de payer les projets? Ça dépend des projets, parce qu'on fait toujours les projets en fonction de ce qu'on réussit à obtenir. Mais mettons qu'il y a, je dirais, il y a 2 sortes de... Il y a des projets spécifiques. Par exemple, comme un puits, parce qu'on a creusé des puits de surface. Ça, c'était creusé à la main. Ça ne coûtait pas si cher que ça. Mais il y a des puits qui se sont asséchés, alors, avec le temps. Donc, on a fait des projets de puits mécaniques, de puits forés mécaniquement. Ça vaut combien, ça, un puits de même? 30 000. Oh, quand même, OK. Oui, oui. Parce que ça, c'est la machinerie.
C'est de la machinerie comme ici. Et là, 20 ans plus tard, quelle est la différence que l'organisme a fait là-bas? Marcel, je vais te laisser raconter moi, ça. je suis allé au tout début au Guatemala. Et ça faisait à peu près 15 ans que j'étais pour retourner. Ouais. Et là, je suis allé, j'ai accompagné Monique, parce que Monique est retournée à plusieurs reprises. Les visites terrain, Monique en a fait beaucoup. Okay. Elle peut, elle, donner beaucoup plus. Mais moi, j'arrivais là et j'ai vu ce que j'ai constaté, et je dois vous dire, c'était extrêmement gratifiant. Ce que je voyais, c'était des gens fiers, contents d'avoir réalisé ce qu'ils ont réalisé. Nous autres, on a fait un petit bout, mais ça, les petites communautés rurales, avec le support de l'organisme guatémaltèque, l'Association de développement intégral, qui les aide à s'organiser, c'est que, oui, il y avait un puits dans l'école, mais autour de ça, ils ont organisé des jardins, ils ont organisé, ils se sont fait donner des arbres fruitiers par le ministère de l'Agriculture guatémaltèque. Ils vont dire, ça va produire, on va pouvoir vendre ça, on va pouvoir nourrir les enfants. Et c'est de les voir, eux, ce sont leurs projets. Parce que nous autres, on n'arrive pas là avec nos gros sabots pour dire, on fait ça. Non. Eux disent, on a besoin de telle place, on voudrait faire ça, ça, ça. Puis on dit oui à ça, on le planifie. Et chacun des projets, il y a un contrat avec un budget précis, des rapports précis qui doivent être fournis à des échéances précises. Et on reçoit tout ça parce que nos bailleurs de fonds, que ce soit nos donateurs ou des fondations, ou même le ministère des Relations internationales là, qui nous donne des fonds aussi, ça, là, il faut être capable de montrer que l'argent qui a été versé a été utilisé. Et compte tenu qu'on est des bénévoles, on n'a pas de locaux, on se réunit dans des locaux de la ville, veut dire... C'est ça. Donc, un groupe de gens de Richelieu qui font une grosse différence au Guatemala. C'est beaucoup plus que de Richelieu maintenant. Au début, vous êtes plus élargi aujourd'hui. Mais... Parce que concrètement, je veux dire, c'est 11 écoles dans lesquelles il y a des pubis, des toilettes, des lavabos. On a fait, il y a 4 écoles où il y a eu même des champs d'épuration de fait, en collaboration avec Ingénieurs sans frontières. Il y a des filtres pour purifier l'eau, il y a des jardins scolaires, mais aussi ça déborde aussi dans les communautés membres de notre partenaire qui est une association de paysans guatémaltèques. Bravo à vous et à vos collègues. Il y a aussi, depuis là, maintenant 2 ans, on a des dentistes qui vont au Guatemala, qui nous ont approchés, ils ont dit on voudrait aller là-bas, et avec notre organisme sur place, on a planifié, ils vont là, une dizaine de dentistes, et c'est organisé en collaboration avec... À vous deux, merci beaucoup, félicitations. Vous donnerez vos félicitations également à vos collègues, puis longue vie à ce mouvement. Merci beaucoup. Et si les gens veulent en savoir plus... Il y a le site Internet. Le site Internet, Facebook, mais le 22 janvier, on va faire une conférence à Richelieu à 7h30 au chalet du parc Florence-Bien. Merci beaucoup. Merci. Attention à vous, restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Lundi, le 4 février, à la nouvelle pizzeria sur la rue Saint-Jacques à Saint-Jean, la QDR, l'Association québécoise de défense des droits des retraités et pré-retraités, organise une conférence sur la communication entre les générations. Chaque semaine, des extraits des travaux du Conseil de ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et chaque dimanche matin, c'est le Télébingo à 9h30 et il y a toujours 4 000 $ en prix. À demain. Bye-bye.